démarrer, j'aimerais me présenter. Je suis le directeur régional de Leica Geosystème, Afrique du Nord et plus récemment Ouest et Centrale. Je suis diplômé de l'ESTP Paris, filière topographie. Je suis dans le groupe Hexagone Leica Geosystème depuis 12 ans et je suis passionné de nouvelles technologies et de scan puisque je pratique depuis 13 ans et puisque j'ai par la même occasion fait mon projet de fin d'études à l'époque sur ces nouvelles technologies, nouvelles solutions de capture de la réalité qui naissaient tout doucement en Europe et j'ai contribué au développement de ces technologies un peu partout en Europe. Et je suis aussi spécialisé de relevés 3D ou topographique centimétrique précision appliqué aux sciences forensiques. Sciences forensiques, c'est tout ce qui touche de près ou de loin à la fixation de scènes de crimes et d'accidents. Je suis aussi spécialisé dans ce domaine-là, puisque j'ai travaillé avec pas mal de gendarmerie et de police en Europe et un peu partout. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces nouvelles solutions de capture de la réalité appliquées à l'infrastructure, mais avant d'en arriver là, j'aimerais partir de quelques constats que l'on va voir ensemble. Et l'un des premiers constats, premier appel ou rappel, c'est la population mondiale aujourd'hui qui existe sur Terre et qui est aujourd'hui un nombre très important. Cette population sa croissance est vaste et a un impact sur tout le monde dans lequel nous vivons. Les statistiques que vous voyez à l'écran sont des statistiques Nations Unies, où aujourd'hui il est prévu que la population mondiale, au cours des 30 prochaines années, passe de 7,7 milliards à quasi 10 milliards en 2050. C'est un nombre stupéfiant à considérer, qui a un impact sur tous les aspects de nos vies, de notre vie en général et au quotidien, que ce soit nos infrastructures, notre mobilité, nos ressources naturelles. C'est avec cette croissance globale aujourd'hui que l'on constate des enjeux sans précédent, puisqu'une pression particulière s'exerce désormais sur les environnements urbains. Et vous allez me dire, la population aujourd'hui elle ne se déplace pas seulement de ville en ville. Il y a aussi une croissance temporaire dans nos villes au quotidien. Et la vidéo que vous voyez à l'écran montre le mouvement des personnes à l'intérieur et à l'extérieur de Manhattan, aux États-Unis, à New York, au cours d'une semaine. Les urbanistes et les autorités chargées des transports aujourd'hui doivent donc prêter une attention particulière aux infrastructures et aux systèmes pour que les personnes et les biens puissent se déplacer de façon sécurisée, sécurisante, hors et autour de nos villes. Élargissant à nouveau nos perspectives aux facteurs macroéconomiques que nous ne pouvons ni arrêter, ni ralentir, ni modifier aujourd'hui dans la globalisation mondiale, on constate des changements rapides et majeurs dans les sites de production de nos biens et services. Nous avons besoin de la capacité de construire des installations de fabrication n'importe où et n'importe quand. Nous devons permettre à des navires de construire, de transporter des marchandises. Les changements technologiques rapides ont déjà transformé notre ordinateur en notre téléphone, et ce au quotidien. Nous nous trouvons à une courbe de changement de technologie dont la pente est si raide que nous ne puissions pas l'imaginer encore il y a quelques années en arrière. Et ces changements technologiques et l'appétit pour ces changements technologiques s'accélèrent. Ces 3 points définissent aujourd'hui un impact important et changent notre avenir. Et souvent, ces points-là ne sont pas sous contrôle. Et on le voit typiquement sur ce qui s'est passé au canal de Suez la semaine dernière, où un navire a bloqué plus de 10% de l'économie mondiale. Pour ce faire, des investissements massifs sont nécessaires pour répondre à la demande, mais aussi pour permettre de réaliser des projets de manière durable. Et c'est là que la technologie et la data ou la donnée commencent à avoir un impact. Et aujourd'hui, il a été estimé environ 49 milliards de dollars d'investissement nécessaires à l'horizon 2030, et c'est un horizon qui est proche aujourd'hui, pour répondre à la demande mondiale. Avec la capture de la réalité, nous mesurons ou numérisons notre monde, l'environnement qui nous entoure, avec un objectif de créer des jumeaux numériques de villes, de rues, de réseaux électriques, de chantiers de construction, etc. Nous créons des données précieuses exploitables. Nous créons le jumeau numérique lié à une partie physique de notre monde. Reality capture ou capture de la réalité,
c'est l'acte de capturer numériquement le monde physique dans lequel nous nous trouvons et de rendre ces données disponibles à des fins diverses. Pour plus de clarté, ce n'est pas la génération de nuages de points, on va revenir sur cette appellation, cela va au-delà de cela. Il s'agit de concevoir un processus et un workflow de la capture au livrable. On entend parler aussi de la transformation numérique, c'est l'utilisation de jumeaux numériques pour changer, améliorer nos processus afin de favoriser la durabilité. Et la durabilité aujourd'hui signifie la capacité de faire plus vite, plus longtemps, en parallèle, travailler quand vous avez besoin et où vous le voulez. Et ce ne sont ni plus ni moins les enjeux de la construction de nos jours. L'étape suivante, si je pourrais me le permettre, c'est la réalité numérique intelligente. C'est une évolution finale ou ultime où l'objectif de notre entreprise, nous en tant que Leica Géosystème, membre du groupe Hexagone, est de créer la valeur du où, la valeur de où se trouve l'information avec sa position géospatiale, pour extraire de manière autonome une nouvelle couche d'informations sur ce jumeau et créer une nouvelle couche de réalité numérique intelligente. Pour certains d'entre vous, peut-être que le terme de capture de la réalité peut être nouveau. En quelques mots simples, en regardant notre monde par la fenêtre, nous constatons que notre réalité peut être capturée par plusieurs moyens. Avec votre smartphone, vous pouvez prendre des photos. Photos qui serviront à faire des reportages photos sur un chantier, par exemple. Mais de nouvelles technologies sont apparues il y a une vingtaine d'années, telles que le scan 3D, l'utilisation du lidar, de l'imagerie thermique. Et aujourd'hui, nous parlons de capture de la réalité ou de réalité capturée. Et l'idée de ce process est très simple. C'est de rendre notre environnement lisible par des procédés de machine learning. L'objectif étant de planifier, faire du design et exécuter de façon intelligente un projet d'infrastructure. Pour ceux qui connaissent déjà la capture de la réalité, il est vrai que différentes techniques ont été utilisées à travers les temps pour capturer la réalité, depuis l'époque égyptienne même, jusqu'à nos jours. Mais de nos jours et depuis une vingtaine d'années, certaines méthodes utilisées jusque-là permettaient de relever et de réaliser des tâches sans aucun problème. Mais qu'en est-il aujourd'hui, quand il s'agit de collecter une information géospatiale à l'échelle d'un quartier, d'une ville? Qu'en est-il quand il faut construire un édifice ou un méga projet, un édifice complet, complexe d'un point de vue architectural? Aujourd'hui, il y a une nécessité de collecter une donnée qui se veut à la fois exhaustive, précise, mais aussi, ne nous l'oublions pas, avec un objectif de réduction de coûts. Et vous allez me dire, comment capturer plus efficacement notre environnement à l'échelle d'un bâtiment, d'un building, d'un quartier, d'une rue ou d'une ville? Avec des investissements aujourd'hui de plus de 49 milliards de dollars dans les infrastructures d'ici 2030, et pour répondre à la demande mondiale qui ne cesse d'augmenter, nous sommes confrontés à des défis importants au fur et à mesure que ces investissements sont réalisés. Les écosystèmes budgétaires, souvent, et de planification deviennent de plus en plus complexes, d'autant plus que les projets deviennent de plus en plus compliqués eux aussi. Et souvent, des projets d'infrastructure traversent même aujourd'hui plusieurs pays. Et je vous invite à chercher sur Google et à vous documenter sur le projet One Belt, One Road, qui en est un excellent exemple, puisqu'il s'agit de créer une infrastructure qui va traverser plusieurs pays. Les méga-projets attirent aujourd'hui également des parties prenantes gouvernementales, puisqu'on parle de partenariats publics-privés, de fonds d'investissement, pour gérer non seulement pendant la durée de la construction, mais aussi le programme de maintenance à venir sur cette construction. Et la collaboration sur ces méga-projets est essentielle, d'où l'utilisation d'outils qui optimisent cette collaboration. Et j'insiste sur cette appellation collaboration, puisque vous en avez parlé lors des précédentes conférences. Le BIM, Building Information Modeling, est une composante de cette collaboration. Mais nous allons le voir qu'une des composantes névralgiques aussi est représentée par ces outils de capture de la réalité. Pour les projets d'infrastructure, de génie civil, aujourd'hui, Leica Géosystème propose un certain nombre de produits technologiques à forte valeur ajoutée, tels que, par exemple, le Leica Scan Station P50, qui est un scanner 3D qui peut être utilisé pour scanner des endroits inaccessibles jusqu'à une portée d'1 kilomètre en toute sécurité avec une précision millimètre
et en réduisant des temps sur le terrain de façon non négligeable. Je peux citer aussi le Leica iBot, qui est un drone à voilure tournante et qui permet l'inspection à distance d'infrastructures telles que des ponts, des barrages, des éoliennes ou n'importe quelle infrastructure complexe à approcher. Et la famille enfin de solutions de capture mobile, ou Leica Pegasus, qui sont des systèmes aujourd'hui de cartographie mobile que l'on monte sur des véhicules et qui permettent de relever en 3 dimensions, de créer un clone numérique sans limite, que ce soit sur des zones routières, ferroviaires ou piétonnes. Les urbanistes sont aussi mis au défi aujourd'hui, défi pour créer des environnements dans lesquels les bâtiments et les infrastructures permettent aux gens de vivre heureux et de se déplacer en toute sécurité. La problématique est que à mesure que la population urbaine croît, l'espace devient encore plus rare et les besoins de la vie plus difficiles à satisfaire. La vie verticale ou dans un building et sa durabilité sont des thématiques clés aujourd'hui dans la planification urbaine et les urbanistes ont besoin d'avoir un œil sur des outils qui permettent de relever des paysages urbains de façon précise et exhaustive. L'objectif ultime étant d'avoir des modèles 3D dynamiques d'une ville pour une planification urbaine réussie. Et ici, je peux citer par exemple le concept du Smart City qui entre pleinement dans cette urban planning. Les modèles de vie 3D aujourd'hui sont créés en combinant des données de plusieurs solutions de capture de la réalité, on va le voir tout à l'heure, mais ça peut être aussi bien des drones de nouveau, qui permettent de capturer de la donnée depuis le ciel, mais aussi des systèmes de cartographie mobile fixés sur véhicules qui permettent de rouler et de collecter de la donnée de façon massive à l'échelle d'un quartier ou d'une ville ou d'un pays, et aussi des technologies de scan 3D classiques. Notre objectif aujourd'hui en tant que fabricant de solutions de capture de la réalité, c'est de fournir une suite inégalée de produits de capture de la réalité qui permettent à nos clients de travailler quand, où et comme ils le souhaitent. Et aujourd'hui, ce que vous voyez à l'écran représente comment nos solutions s'alignent sur des secteurs industriels divers et variés que nous abordons. Je peux citer l'infrastructure génie civil, l'urban planning, construction and building, public safety, sécurité publique, l'architecture, la préservation du patrimoine et des risques naturels, les médias et aussi la gestion des sites power and plant qui sont aujourd'hui des enjeux importants. Sur ce graphique aujourd'hui, vous voyez sur l'axe des abscisses qui représente la plage de volume vertical de faible à élevé et de précision de faible à élevé en fonction du projet ou de la donnée que vous souhaitez collecter. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, et c'est par fierté plutôt que je le dis même, Leica Geosystem est un des premiers fabricants à avoir mis un point très important dans ces outils de capture de la réalité, puisque les premiers prototypes de ces technologies aujourd'hui datent des années 2000. Et dès les années 2005, 2006, 2007, ce sont des produits pour lesquels j'ai moi-même contribué à leur développement en Europe. Et depuis, ces technologies n'ont eu de cesse d'augmenter dans le temps et de s'améliorer et de croître. Et je peux citer aujourd'hui plusieurs types de données, tels que des scanners statiques, ici, avec différentes portées, qui ont la meilleure précision millimétrique possible. Mais je peux aussi citer des outils de cartographie mobile, qui ont une précision centimétrique et des rendements qui commencent à augmenter. Et bien sûr, par exemple, ici, le Pegasus Ultimate, où vous pouvez collecter une donnée à l'échelle d'une ville ou d'un quartier de façon très rapide et très précise. Et je reviendrai tout à l'heure sur quelques exemples concrets pour mettre en exergue ce que je vous explique ici. Alors, un autre moyen d'expliquer la chose technologiquement, il existe plusieurs outils de capture de la réalité aujourd'hui qui sont souvent répartis en 3 familles. On va parler de technologies de scanners statiques. Ce sont des scanners 3D qui utilisent des principes de lasergrammétrie, qui embarquent de l'imagerie et un certain nombre d'outils intelligence artificielle. Ils sont dits statiques puisqu'ils sont positionnés sur un trépied et qui réalisent leurs mesures, puis
On déplace le trépied de position en position. Ensuite, il y a la famille des scanners dynamiques, où ici, on entre dans le monde du dynamique, puisque vous allez pouvoir mettre ce backpack sur votre dos et marcher, voire rouler sur une moto jusqu'à 15-20 km/h, ou mettre le Pegasus Q sur un véhicule et scanner par exemple une autoroute en roulant à 90 km/h et en prenant de l'imagerie. Et enfin, la troisième famille, c'est la famille des drones, qui permet de faire de la collecte depuis le ciel, sous réserve que la législation locale puisse le permettre. Toutes ces technologies aujourd'hui apportent une nouvelle approche dans la capture de la réalité pour créer un clone digital de n'importe quelle infrastructure. Mais la différence entre l'une ou l'autre de ces technologies réside principalement dans le niveau de rendement souhaité et de l'échelle à laquelle cette capture de la réalité souhaite s'opérer. Si j'ai besoin d'aller plus ou moins vite, je vais être en mesure d'utiliser des technologies de scan statique. Si j'ai besoin d'aller vite, je peux utiliser des technologies de scan dynamique. Alors, rentrons un petit peu dans le détail pour mettre un peu un visuel derrière ces technologies. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le dernier né de l'EICAGE System, qui est le BLK2Go. Ce produit, comme vous pouvez le voir, exploite 3 flux technologiques. Le scanner laser d'imagerie portable BLK2Go vous permet de recréer des espaces en 3D tout en vous déplaçant. Donc, vous le portez à bout de main et pendant que vous marchez, il capture des images et des nuages de points tridimensionnels précis en temps réel, tout en utilisant des technologies SLAM et d'intelligence artificielle pour recalculer la trajectoire. Alors, vous y trouvez ici, sous son dôme, un scanner de double axe, des technologies Grand SLAM, LIDAR, VIS, ici qui permettent d'assembler en temps réel l'environnement que vous scannez. Il est extrêmement léger puisqu'il fait moins d'1 kilo. Et il a plusieurs caméras de 12 mégapixels qui permettent de coloriser le nuage de points que vous allez acquérir. Autre device, le BLK 360, portabilité maximale, c'est aujourd'hui le plus petit scanner 3D au monde, avec une prise en charge rapide sur un simple iPad ou smartphone, permet d'avoir des données 3D, de documenter de façon précise un projet d'infrastructure facilement et sans pour autant avoir une grande connaissance ou notion de la technologie. Il est équipé d'un seul bouton, il est pilotable par une tablette, il a une portée de 60 mètres, il a une technologie HDR colorimétrie au niveau du capteur photo et il fait moins d'1 kilo. Le RTC 360 est aujourd'hui le scanner 3D le plus rapide au monde et efficace pour les grands projets de numérisation, puisque c'est un scanner qui permet de prendre 2 millions de points par seconde jusqu'à une portée de 130 mètres et avec une imagerie qui est capable d'être prise dans un temps record puisqu'il permet de prendre un panoramique photo en moins d'1 minute. Il y a, on ne le voit pas sur cette image, mais il y a plusieurs caméras ici qui permettent un enregistrement automatique sur le terrain de la donnée grâce à une technologie brevetée Leica Geosystem, VIS Virtual Inertial System, et ce qui permet de nous affranchir de mettre des cibles de recalage pour assembler les positions de scan entre elles, ce qui représente un gain de temps énorme sur le terrain. ScanStation, ici, c'est notre produit phare dès qu'il s'agit de faire de la capture de la réalité de façon très précise et exhaustive. On peut atteindre une portée de 270 jusqu'à 1 km, faire des scans très rapides jusqu'à 20 secondes. Il y a un bruit de mesure qui est extrêmement faible et chaque point du nuage de points qui est collecté avec cette famille ScanStation a une précision millimétrique. Vous allez me dire pourquoi plusieurs portées? Des cas très simples. Aujourd'hui, la portée, c'est ce qui permet aussi de relever des zones ou de créer un clone digital d'une zone inaccessible. Vous imaginez vous devez relever un barrage ou un pont depuis l'autre côté de l'autoroute ou autre. C'est grâce à ces technologies que vous serez en mesure de le réaliser. Ici, le Pegasus 2 Ultimate, qui est un système de cartographie mobile à très grand rendement, qui permet de prendre des images panoramiques à 360 degrés grâce à une caméra ici, plus des caméras sur le côté qui permettent de venir zoomer très finement, par exemple sur des plaques
de rue ou des panneaux publicitaires. Il y a un scanner 3D qui est cadencé à 200 Hz qui permet de scanner, une antenne GNSS. Et la force de ce système Pegasus 2 Ultimate, c'est que vous pouvez faire une collecte le matin sur un véhicule, entre midi et 2, le positionner sur un bateau et faire un relevé de berge, et le soir, le mettre sur une draisienne ou un train et faire une collecte sur un chemin de fer. Toujours pour collecter et créer un clone digital d'une infrastructure quelle qu'elle soit. Le Leica Pegasus Backpack, qui lui est né après le Pegasus 2 Ultimate que l'on a vu tout à l'heure, puisqu'un certain nombre de nos clients nous ont dit, après le développement du Pegasus 2, c'est bien, mais le véhicule ne passe pas partout. On ne peut pas aller partout en voiture, on ne peut pas aller partout en train. Donc, on a développé un système, cette fois-ci dorsal, qui fait exactement la même chose et qui permet de collecter toujours de façon exhaustive et précise n'importe quel chantier de construction ou d'infrastructure globale avec une précision relative allant de 30 à 50 mm. L'avantage de cette technologie-là aujourd'hui, c'est qu'elle permet aussi de collecter de la donnée aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Enfin, la solution qui permet d'acquérir de la donnée sans contact depuis le ciel avec un traitement d'imagerie aérienne. L'objectif de l'utilisation d'un drone, par exemple, à voilure tournante, c'est de créer des données exploitables avec un flux de travail de bout en bout. Ici, on parle de technologie drone qui embarque un capteur photo et qui permet, à partir de l'intégration d'un drone et d'antennes GNSS Leica géosystème très précis, la corrélation et l'assemblage des centaines de clichés qui vont être acquis sur le terrain. Et de ces clichés-là, après, on peut imaginer extraire tel qu'on le voit à l'image, un nuage de points, mais aussi des courbes de niveau, calculer des volumes de stock ou modéliser des pales d'éoliennes ou modéliser un barrage. L'objectif du drone aussi, in fine, c'est d'accéder à des zones en toute sécurité depuis le ciel et compléter une capture 3D, par exemple, qui a été faite, elle, depuis le sol. Donc, on a une composante terrestre et on a une composante aérienne aussi, puisque parfois, certains détails d'une infrastructure ne peuvent pas être visibles depuis le sol. Alors, ces solutions de capture de la réalité, aujourd'hui, elles sont là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, pour compléter, pour être partie prenante du processus BIM. Qui n'a jamais eu aujourd'hui de perte d'information entre la phase de design ou de projet de bureau et celle sur le terrain? Que cette perte d'information soit minime ou cruciale, cela reste une problématique aujourd'hui importante pour des chantiers qui se veulent toujours plus grands, plus complexes à construire. C'est en cela que le BIM ou le Building Information Modeling permet d'éviter ces erreurs et d'optimiser un projet de sa phase design jusqu'à sa maintenance, voire sa démolition. Aujourd'hui, on utilise le concept du BIM même en phase de démolition. Je n'ai pas la prétention de faire un cours, on va dire, sur le BIM aujourd'hui. Je pense que vous en avez longuement discuté lors des précédentes phases. Mais je pense que bon nombre de personnes aujourd'hui sont au fait des enjeux que je pense importants du BIM et que je pourrais résumer en 3 piliers essentiels qui sont le process, l'importance de revoir les process, l'importance du capital humain et l'importance de la technologie. Et c'est en cela que le Building Information Modeling aujourd'hui trouve son essence, puisque c'est un consensus dans la communication sur toute phase de construction d'un projet d'infrastructure entre différents horizons techniques. Pour ne citer que le topographe, par exemple, la maîtrise d'œuvre, l'architecte, ou encore les personnes qui réalisent diverses interventions sur un projet. Voyons ensemble maintenant un petit aperçu rapide de ce que nous pouvons faire sur un carrefour, par exemple, à 3 niveaux. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'était, il y a encore quelques mois, un réel nœud de circulation dans Casablanca, au Maroc. Et nous avons eu la chance de pouvoir passer ce carrefour récemment. Et nous avons la chance aujourd'hui d'y passer sans encombre, tout en diminuant le nombre d'accidents, et ainsi de suite. Pouvons-nous imaginer une minute comment on aurait pu relever ce carrefour, sachant qu'ici, nous ne le voyons pas bien, mais il y a une trémie qui démarre là, donc on descend un étage inférieur.
il y a la partie supérieure et il y a une passerelle sur le haut. Donc, on a 3 niveaux, le -1, le 0 et le +1. Comment aujourd'hui, avec des méthodes conventionnelles, topographiques, il aurait été possible d'archiver ce nouvel ouvrage d'infrastructure? Comment aurions-nous pu avoir un plan de recollement à jour qui va être utilisé pour sa maintenance future? Puisqu'il y a des assets ici. Il y a de l'électricité, il y a des gaines techniques, il y a des lampadaires, il y a des garde-corps, il y a tout un tas de paramètres pour lesquels l'infrastructure doit être documentée ou archivée. Les systèmes de cartographie mobile, aujourd'hui 3D, nous ont permis de capturer l'ensemble des niveaux de façon très précise, très efficace, pour fournir une valeur réelle et une documentation précise. Pour quelques chiffres clés, ici, vous voyez le nuage de points qui est colorisé. Donc, ce sont des millions de points qui ont été capturés grâce au système de cartographie mobile sur véhicule. Les appareils photo ont permis de restituer la vraie couleur de chaque matériau qui a été scanné. Et ce que vous voyez là, ce n'est qu'un petit extrait des 15 km que nous avons relevés en quelques minutes. Mais au-delà de la solution de capture de la réalité, l'objectif, et on en avait parlé tout à l'heure avec le machine learning, c'est comment est-ce qu'on va convertir cette donnée massive en livrables. Livrables que vous connaissez et que nous développons tous actuellement de près ou de loin dans nos travaux respectifs. Et on le voit sur cette image ici, un carrefour très important et un échangeur où des outils de détection automatique de bandes blanches, de glissières ont permis automatiquement de faire du machine learning sur la data et d'extraire ces informations-là en vue d'en réaliser un livrable. Une partie du process ou workflow peut être résumée ici sur ce diagramme, pardon, cette slide. Donc déjà, il faut capturer la réalité sur ces projets d'infrastructure de grande envergure. Mais le process reste le même s'il s'agit de scans statiques à moindre échelle. Donc pour ça, il faut avoir le bon outil de capture de la réalité, il faut planifier sa mission et acquérir la donnée, c'est-à-dire rouler ou positionner le scan aux endroits les plus importants et pertinents. Ensuite, on réalise le processing. Ce sont souvent des flux de travail automatisés où les logiciels vont automatiquement recalculer la trajectoire du véhicule, géoréférencer le nuage de points, c'est-à-dire remettre le nuage de points et les photos dans un système de coordonnées nationales, calibrer les images, les nuages de points et éventuellement aussi flouter les visages et les véhicules puisque nous sommes capables de le faire. Une fois que la donnée est là, c'est là qu'il va être possible d'utiliser et d'extraire via des algorithmes de machine learning tout un tas d'informations. On va pouvoir extraire des informations liées au chemin de fer, à la route. On va pouvoir utiliser et fusionner des données de plusieurs capteurs, par exemple les données de drones, de cartographie mobile ou de scan statique. Bien entendu, toute cette donnée-là est exploitable dans les formats usuels. On parle de données DWG, DXF, qui vont nous permettre d'utiliser cette donnée-là après dans des environnements qui sont connus, Autodesk, ArcGIS ou bien d'autres encore. Mais que pouvons-nous faire avec cette donnée? Alors, la liste est très longue, il y a des tonnes de possibilités et on le voit encore sur cette image. C'était un giratoire qui a été collecté dans la ville de Rabat. Vous allez être capable de faire des levées topographiques, des dessins 2D, des maquettes 3D BIM, des sections transversales, des coupes longitudinales, calculer des modèles numériques de terrain de façon automatique, détecter des fissures sur une chaussée, faire des cartes de détection ou de détérioration de chaussée, analyser éventuellement des flux hydrauliques pouvant prouver s'il y a inondation possible ou pas dans telle ou telle zone, l'extraction d'images ortho, faire de l'analyse de volume, valider de la construction. Il y a une liste sans précédent. Et cette liste aujourd'hui, pour y arriver, nous continuons toujours de pousser le calcul et de pousser la technologie vers de l'automatisme au maximum pour classer des nuages de points et extraire, par exemple, ici sur cette image, des bandes blanches automatiquement, des accotements,
des caténaires, calculer des gabarits, par exemple. Ou dans d'autres logiciels, par exemple, calculer des volumes, des sections transversales. Et sous AutoCAD aussi, il est possible de réaliser, d'inclure toute cette donnée 3D massive dans un environnement qui est connu de tous, dans le but de faire des plans de CAO, DAO, 2D ou 3D. Je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, sur cet échangeur qui a été collecté grâce à des outils de capture de la réalité, où nous avons extrait de la donnée automatiquement, que nous voyons sous forme de couleur, et où il est aussi possible, après, de détecter de façon automatique des zones où il y a des fissures. Et donc, l'objectif étant de faire de la maintenance de chaussées et de la maintenance de corridors routiers. Un autre exemple ici, c'est une petite vidéo où on voit ce que l'automatisme permet de faire aujourd'hui, puisqu'en quelques clics, on est capable de lancer des scripts et le logiciel détecte automatiquement les bordures et crée la polyline qui reconstituera la bordure de façon automatique, sans que l'être humain ne puisse interagir, si ce n'est donner le point de départ de la polyline. Et nos logiciels, via du machine learning, permettent ensuite de détecter automatiquement les variations de bordure et leur orientation. Un autre exemple ici, certes, nous avons des données, certes, nous avons capturé la réalité à hauteur de plusieurs millions ou milliards de points, mais qui n'a jamais eu, par exemple, la demande d'extraire des points topo pour une analyse de planéité ou de niveau altimétrique. Mais rien ne vous empêche d'extraire automatiquement des points topographiques sur la base du nuage de points, c'est ce que le logiciel vient de faire. Et ensuite, on peut réintégrer ces points-là dans un instrument topographique usuel, une station totale ou un GPS, pour faire un contrôle de qualité sur le terrain grâce à des outils de capture de la réalité massifs. Un autre exemple ici pertinent, l'analyse de gabarit. Donc ici, typiquement, on a scanné, on a capturé la réalité et on a une simulation qui permet de voir si un convoi exceptionnel peut passer. Donc déjà, on voit que le camion prend la moitié du poteau et le risque aussi de rentrer en collision avec la sous-face de la dalle du pont. Et donc, ça permet d'éviter le risque, déjà d'un point de vue sécurité, et d'éviter aussi les erreurs coûteuses et dangereuses, puisque derrière, il peut y avoir un impact sur la vie humaine, mais aussi sur les infrastructures en elles-mêmes. Alors aujourd'hui, un des points qui est important, c'est que tous ces outils de capture de la réalité répondent à des problématiques de BIM, rentrent dans le processus BIM, mais ne servent pas qu'à cela, puisque le métier premier d'un topographe ou d'un ingénieur topographe reste aussi la réalisation de plans topo ou maps. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est que nous avons créé aussi plusieurs passerelles avec d'autres logiciels du métier qui permettent de collecter de la donnée de façon massive avec des outils de capture de la réalité, mais après d'exporter cette donnée-là dans des outils usuels, donc Covadis, qui est largement connu en Afrique, et qui permet de faire de la cartographie mobile grâce à des outils de capture de la réalité et sa restitution au bureau, sans perdre d'informations, tout en jouissant du maximum d'exhaustivité. Maintenant, j'aimerais passer avec vous et voir quelques exemples d'infrastructures. Le premier, c'est le pont Mohamed VI qui est en périphérie de Rabat et qui est un pont qui permet de désengorger beaucoup et qui a permis de désengorger le passage de la ville de Rabat, puisqu'il permet maintenant d'aller du sud de Rabat jusqu'à Tanger sans plus passer par le centre-ville. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple de dynamique fait avec le Leica Pegasus 2, qui est le plus long pont à haubans d'Afrique. L'acquisition a duré 23 minutes à peu près hein, et a été fait en un seul passage. Et derrière, nous avons roulé à 60 km/h à peu près. Hein. Donc, le temps de bureau a été d'environ 30 minutes pour aboutir au résultat suivant. Ce que vous avez vu à l'écran, c'est une maquette du pont qui a été réalisée et qui a ensuite été réintégrée dans Revit, puisque nous avons modélisé le pont et toute sa structure sous Revit à partir d'un outil de capture de la réalité approprié, puisqu'ici nous étions
sur un linéaire important, donc nous avons pris le parti d'utiliser un outil de capture de la réalité dynamique. Nous aurions pu utiliser un outil de capture de la réalité statique, mais ça nous aurait pris plus de temps. Donc la maquette, une fois qu'elle est faite sur Revit, nous avons poussé le bouchon un peu plus loin, puisque nous avons modélisé un certain nombre de points et de paramètres que vous voyez à l'écran, que ce soit sur AutoCAD ou sur Revit. Et à la fin, nous avons mis cela dans InfraWorks et dans Navisworks. Dans Navisworks, en l'occurrence, pour la planif. Et dans InfraWorks aussi, pour potentiellement gérer après le trafic, voir les flux de passage, et ainsi de suite. L'infrastructure aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est l'affaire de tous. L'infrastructure d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'évoluer sur un continent où les projets d'infrastructure sont importants et divers et variés. Un autre exemple ici de ce que nous avons pu faire sur un giratoire pour vous montrer toujours qu'à partir de la donnée de capture de la réalité, il est possible d'extraire de l'information 2D ou 3D pour leur intégration dans un concept BIM global. Et en zoomant, on voit la finesse aussi de l'outil de capture de la réalité, puisque grâce à ces technologies, aujourd'hui, vous êtes sûr de ne rien louper sur votre infrastructure. Et le nuage de points en lui-même est assez parlant, puisque vous êtes capable de voir la finesse dans la collecte de la donnée. Cette donnée-là, une fois ensuite, on est capable de l'intégrer dans les outils de CAO, DAO et d'extraire toute l'information qui m'intéresse. Mais ce clone digital aujourd'hui m'est utile à l'adapter pour extraire un plan, mais il me pourra être utile aussi demain pour extraire une autre information. Donc, je n'aurai pas potentiellement besoin de retourner sur le terrain puisque la capture de la réalité me permet de capter l'ensemble de l'ouvrage ou de l'infrastructure dans sa globalité et de façon très exhaustive. En 2018, et M. Kermiche, qui est présent actuellement, a contribué avec moi sur un projet Alger Smart City où nous avons collecté une bonne partie d'Alger via des outils de cartographie mobile, Leica Pegasus, c'est l'image que vous voyez à l'écran. L'objectif, c'était de collecter une partie du corridor routier, mais aussi d'implanter dans ce corridor une maquette que vous voyez au fond ici, et qui permet de faire une intégration sur site avant réalisation des projets pour voir typiquement comment le projet va s'insérer dans l'environnement actuel. Cette donnée-là de capture de la réalité a aussi permis de faire des maquettes 3D architecturales. Nous avons aussi utilisé l'imagerie, puisque n'oubliez pas, on a aussi le volet image, ce qui nous permet de faire de l'imagerie panoramique et in fine une maquette architecturale 3D. Un autre exemple ici de cartographie mobile d'une infrastructure routière, mais cette fois-ci en milieu urbain. Ici, l'utilisation du Pegasus Backpack a été utile puisque ça nous a permis de cartographier une zone très dense où typiquement le véhicule ne pourrait pas satisfaire la demande puisque c'est une ruelle ou une rue qui est totalement encombrée constamment par la zone. Nous avons eu un agent complet et nous avons eu un niveau de détail très élevé pour réaliser des plans topo conventionnels. Une fois de plus, avoir ces solutions de capture de réalité est une chose, et l'extraction de l'information est très importante. Donc, n'oublions pas, à partir de cette donnée d'infrastructure, nous pouvons extraire différents types de topologies ou d'informations et nous pouvons réaliser ce qui est communément demandé la plupart du temps et ce qui représente des plans topo, depuis même des outils SIG tels qu'ArcGIS, tout en utilisant les photos et les nuages de points issus de la cartographie mobile. Nous pouvons aussi détecter des signaux, des panneaux de signalisation. Donc ici, dans ArcGIS, on peut importer la bibliothèque du code de la route et le logiciel va automatiquement détecter les panneaux sur chaque image. Et il va vous proposer le panneau adéquat. Ici, on le voit sur le panneau sens interdit. Et on va pouvoir créer une table attributaire directement dans le SIG de la ville sans perdre de temps à faire le travail dans différentes
plateforme. Et enfin, un point qui est aussi important ces derniers temps, c'est la détection des panneaux publics sur certaines taxes qui peuvent être utiles pour les autorités. De la même manière, on est capable de détecter les panneaux publicitaires et de calculer leur superficie exacte tout en étant sûr de la donnée qui est acquise. Un autre point qui est important, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion-là, où l'uni d'une route, c'est une question de millimètres. Alors, l'uni reflète la régularité du profil de la chaussée. Ornière, nid de poule, toutes les dégradations provoquées par la circulation des véhicules et des poids lourds au fil du temps, ainsi parfois que par des conditions climatiques extrêmes, le gel ou le dégel qui suit. Ces infos-là, elles affectent le confort et la sécurité des usagers. Les irrégularités du profil existant par rapport au profil attendu sont mesurées par l'UNI, et c'est une caractéristique qui permet d'apprécier la régularité du profil en long et du profil en travers. Aujourd'hui, les milliers de kilomètres qui existent dans un pays, développer des solutions de capture de la réalité qui permettent de faire ce travail. Donc, on a la possibilité de compter quasiment réel l'altimétrie de la chaussée au moment où l'enrobé est posé. Et on le voit ici avec la technologie ProScan, qui est une technologie qui mêle scan, dynamique, plus station totale. On le voit ici, le principe est très simple. Vous avez bien entendu vos finisseurs et vos compacteurs qui sont en voie de pose de l'enrobé. Vous avez une station totale ici qui est sur un endroit stable, qui traque en temps réel le prisme qui est positionné sur le Leica ProScan. Le ProScan va tourner et la station totale va continuer de traquer le système dynamique pour un recalage automatique sur site. À quoi est-ce que ça va vous servir? Eh bien, tout de suite après la pose de l'enrobé, on va être capable de sortir une cartographie d'analyse de surface pour savoir si la réception de la chaussée pourra se faire ou non. C'est-à-dire si la chaussée est posée suivant les spécifications techniques du cahier des charges ou non. C'est bientôt la fin, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous une étude faite par un de nos clients récemment qui a comparé 10 km de relevé topographique conventionnel sur une route contre 10 km orientés utilisation de capture de la réalité. Donc ici, on le voit, un relevé topographique conventionnel de ces 10 km a une précision de 10 mm et la même chose en cartographie mobile. Ben, les chiffres sont assez parlent d'eux-mêmes aujourd'hui puisque sur la partie coût et de la mise en œuvre du projet, on a été 4 fois moins cher quasiment que les méthodes traditionnelles. Sur la partie acquisition, rendu du livrable, pardon, les plans, on a été à peu près 3 fois plus rapide. Et là où on gagne énormément de temps sur le terrain grâce à ces outils de capture de la réalité, c'est sur le terrain, puisque l'acquisition et le temps d'acquisition a quasiment été divisé par 6. Ici, c'est si vous voulez rendre la même précision qu'en traditionnel, 10 mm. Si la précision augmente de 20 mm ou de 5 mm, les temps sont encore variants, soit en déclin, soit en augmentation en fonction de la précision. Et vous allez me dire, c'est bien, mais la porte qu'ouvrent ces outils de capture de la réalité aujourd'hui, c'est qu'en acquérant une ville ou une infrastructure une fois, de nouvelles opportunités s'ouvrent à nos clients puisqu'ils sont capables de fournir différents niveaux de précision en fonction du besoin du client. Et l'objectif, in fine, sur ce type de projet, c'est de réduire les coûts du projet, réduire les temps de traitement, les temps sur le terrain et bien entendu les risques humains que cela représente. Et l'objectif étant de préserver le temps qui y reste, une composante importante sur les budgets de projet. Ainsi s'achève ma présentation. J'aimerais laisser place maintenant aux questions. Donc, je suis ouvert à toutes vos questions, n'hésitez pas. Et donc, je laisse la parole à
c'est Sofiane, je pense, en fonction des questions qui peuvent exister ou sur la plateforme. Je sais pas, à vous de me dire. Merci de votre exposé, de la clarté et la qualité de votre exposé. Maintenant, je laisse la parole à M. Hakim pour diriger la partie questions. Hakim. Très bien, moi également, donc je remercie Monsieur Faiz pour sa présentation très concise et très intéressante. À travers les exemples montrés, donc on peut dire que la transition numérique est devenue une réalité. Sans trop tarder, je passe enfin, je préfère donner à M. Kermiche la parole avant de passer aux questions s'il a quelques remarques à Comment on faire. fait pour lever le doigt? Il y a le chat, madame, donc Bon, on donne la parole à Madame la directrice. Madame la directrice, oui, très bien. Voilà. Bon, d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre expert. Désolée d'être arrivé en retard, c'est le lot de la circulation. Voilà, apparemment, j'ai pas beaucoup raté d'après Monsieur Kermiche et Gassis. En tout cas, ce fut très intéressant. Je rejoins Monsieur Benechfoun à propos du numérique qui prend toute la place. J'espère que l'homme a quand même toujours sa place, j'ose espérer. Donc là, je suis avec tout le monde les questions qui, j'espère, seront nombreuses de la part de nos étudiants. Voilà, merci. Très bien, madame, merci. Merci. Donc, le débat est ouvert. Donc, alors, qu'est-ce qu'il demande la question? Monsieur Omar Lagrouche demande. Oui, très bien. Tfadal. Merci bien, merci bien. Je tiens aussi à remercier Monsieur Omar pour la présentation très, très intéressante. En fait, beaucoup de choses à apprendre. Et je vois qu'au Maroc, on a fait beaucoup de choses. Mais aussi, j'étais content quand j'ai vu qu'il y a eu quelques exemples en Algérie aussi. Donc, on n'est pas tout à fait absent, ce qui est bien. C'est vrai que la transformation digitale, c'est une nécessité pour le futur. Et j'ai lu quelque part que le futur va appartenir aux nations qui vont maîtriser la donnée, big data. Et avec la puissance des ordinateurs qui ne cesse de se développer, dans le futur, donc il y a des terabytes de data, mais aussi des ordinateurs. Je pense dans quelques années, on pourra utiliser l'informatique quantique, quantum computing, et donc ça serait des opérations très très rapides. En quelques millisecondes, on peut traiter des milliards de gigabytes de data. Donc sûrement, la transformation digitale est une nécessité, et si on veut être dans le train, à mon avis, il faut faire vite. Je dois dire qu'en Europe, par exemple au Royaume-Uni, beaucoup de compagnies elles sont en train de se rattraper un petit peu, ou bien de rattraper le retard qu'ils ont cumulé. Et je pense que, Monsieur Omar, j'aimerais bien si vous pouvez nous dire ce qui se passe en France, mais aussi en Afrique du Nord. Le train, il est où en ce moment? Et puis, nos pays, est-ce qu'ils sont sur la bonne voie pour développer ces techniques et puis pour être dans cette transformation, ou bien on est encore très très loin? L'autre petite question, je suppose que 3D scanning, ou bien ce que vous présentez ici, c'est une partie du BIM, ou bien aussi c'est une partie du digital twinning. Donc, si on veut faire un modèle, comme vous l'avez appelé, un jumeau digital, je pense, digital twin, donc il faut d'abord commencer par la géométrie, ou bien transformer le modèle physique en un modèle numérique.
Si je comprends bien, c'est une partie pour atteindre Digital Twin, mais aussi pour faire partie du BIM. L'autre aspect, donc, si on a le modèle numérique, donc c'est quelque chose de statique. Je suppose pour la nécessité de remote monitoring, pour l'inspection, par exemple, on doit avoir des données réelles, real data. Est-ce que cela veut dire que 3D scanning doit être fait et refait de façon continue pour inspecter de façon réelle les ouvrages d'infrastructure, etc. J'ai oublié mon français, mais j'espère que mes questions elles sont claires. Merci. Plus que clair, merci beaucoup, Sir Omar. Si ça ne vous dérange pas, je vais répondre une à une, comme ça va me permettre de garder le fil. Alors, vous pourrez le demander à M. Kermi, chez Aboutif. On va dire depuis 2015, je m'occupe de la région Afrique du Nord, puisqu'avant, je m'occupais du marché européen et français principalement. Et à partir de 2015, j'ai un peu pris mon bâton de pèlerin et j'avais à cœur de développer un peu ce savoir-faire, ces nouvelles technologies et le mettre à profit du continent nord-africain à l'époque. Donc, on a fait beaucoup de choses, beaucoup, notamment en Algérie, avant même le Maroc, pour être très honnête. Et on a fait pas mal de développement, on va dire, et de vulgarisation de cette technologie. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, on n'a pas loupé le train, on n'est pas en retard, mais on n'est pas en avance. Je pense qu'on est sur une bonne voie et on a une chose qui est très importante aujourd'hui, c'est qu'on a la capacité à passer de technologies, je ne vais pas dire ancestrales parce que c'est péjoratif, mais de technologies conventionnelles à ces nouvelles technologies de capture de la réalité sans passer par des intermédiaires. Pour faire l'analogie, on ne va pas passer par la DSL pour arriver à la fibre optique, entre le fax et la fibre optique. Et aujourd'hui, c'est un peu ce cas-là. Et c'est des choses qu'on a démarré avec M. Kermich, puisqu'en Algérie, aujourd'hui, il y a déjà des outils de capture de la réalité qui sont utilisés par des acteurs majeurs de la construction, du oil and gas et autres, et où on utilise déjà cette technologie. Donc, on n'est pas en retard, mais je pense qu'on doit continuer à vulgariser, à démocratiser, et c'est quelque chose qu'on essaye, on va dire, de faire assez souvent. Et pour être très honnête et pour vous faire un clin d'œil, sur mon disque dur PC, j'ai plus d'exemples pour l'Algérie que pour le Maroc. Mais il est vrai, voilà, qu'aujourd'hui, il y a une volonté, il y a un éveil des architectes, des topographes, des sociétés de construction pour passer à ce concept de capture de la réalité. Pour revenir à la deuxième question sur le 3D scanning ou sur l'outil de scan 3D dans le concept du BIM et du digital twinning, vous avez mis l'accent sur un point qui est extrêmement important. C'est que ces technologies, maintenant, elles sont tellement rapides et exhaustives qu'on peut scanner un ouvrage à plusieurs espaces-temps, tous les 2 jours, tous les 4 jours, tous les 15 jours, tous les ans, tous les 2 ans. L'objectif étant de faire une inspection du dit ouvrage sur sa volumétrie globale. Je vais vous donner quelques cas. Aujourd'hui, on peut scanner un barrage, aujourd'hui, le rescanner dans 6 mois et voir des déformations du dit barrage. La même chose sur une dalle en béton, la même chose sur un pont, sur un tunnel, sur un chemin de fer. Et ces technologies de 3D scanning aujourd'hui permettent de faire ça avec une récurrence plus importante que ne pouvaient le faire des technologies conventionnelles. Et ça, c'est un des avantages de ces nouvelles technologies, puisque on va être capable d'observer en volume, le volume complet de l'infrastructure et dans sa globalité. Une autre analogie que je fais à cela dans l'aspect inspection, dans les méthodes conventionnelles topographiques usuelles, on prenait quelques points sur un barrage. Un point, on va dire un PK0, ensuite on se décalait de 50 mètres, on prenait un autre point, ainsi de suite. Si par malheur on prenait un point trop éloigné du premier et qu'il se passait une déformation entre les deux, avec des méthodes topographiques conventionnelles, on ne verrait pas la déformation entre les deux mesures. Avec le scan 3D, maintenant le 3D scanning, vu qu'on a une vue globale et exhaustive de l'exosquelette de l'infrastructure, eh bien on a été capable de mettre en évidence des problématiques dans des endroits où on n'aurait pas supposé initialement qu'il allait y avoir des problèmes.
Et je cite le cas de certaines fissures sur des barrages ou sur des ponts. Donc, c'est vrai que ça a permis d'ouvrir une nouvelle approche du real monitoring sur l'inspection d'ouvrages d'infrastructures au sens large du terme. Donc, j'espère que ça répond à la question, Céline. Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Je dois aussi rajouter que le 3D scanning, il protège les gens, parce qu'avant, on envoyait des gens sur les barrages ou bien sur les ponts, etc. Et ça peut présenter des dangers. Alors que maintenant, c'est très efficace, c'est très rapide, et puis c'est pas dangereux du tout, parce qu'on envoie juste du matériel. Ah, justement, alors si je peux me permettre, je vais rebondir là-dessus. Une de mes dernières expériences en France, c'était chez un minier. Et le minier, il y a eu une législation qui est apparue quelques temps après où on imposait la mesure sans contact. Pourquoi? Eh bien, sur certains sites miniers, il y avait encore des topographes qui venaient et qui montaient sur les tas de matériaux pour faire le relevé. Et malheureusement, il y a eu un cas où il y a certaines mines, la trappe d'aspiration est en dessous du tas. Là, cette trappe, elle a été activée, la personne a été aspirée et est décédée malheureusement. Donc, c'est justement, il y a un aspect sécuritaire aussi dans ces outils de capture de la réalité qui jouent un rôle très, très, très important. Donc, je vous remercie de le souligner, puisque c'est vrai que c'est assez… on n'en parle pas souvent, mais ça reste aussi un facteur vers ce chantier numérique digital très important. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Omar. Monsieur Benouchfoun. Oui, très bien. Oui, monsieur Abtroun, donc… Monsieur Abtroun demande la question. Question, oui. Tfaddal, monsieur Abtroun. Alors, bonsoir, monsieur. Je vous remercie pour ce webinaire. C'était très, très intéressant, surtout que je vais être amené, grâce à madame la directrice et monsieur Kelmicha, à utiliser ce même scanner 3D. J'aurais une question. Quelle est la capacité des scanners 3D d'aujourd'hui à l'interpolation sur la 4e dimension, donc le temps? Est-ce qu'on peut scanner continuellement, j'imagine que c'est plusieurs milliards de milliards d'informations, continuellement un ouvrage, et ensuite, grâce à des logiciels, anticiper ses réactions sur le temps, afin qu'on ait une appréciation bien plus précise du cycle de vie de ce dernier. Par exemple, un tunnel, un pont ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Alors, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la 4D, ça reste naturellement l'étape après la 3D en intégrant la composante temporelle. Alors, la composante temporelle, en son sein, elle a plusieurs niveaux. Puisque même quand on parle de temps réel, il y a du temps réel, on va dire vraiment 24 sur 24, 7 sur 7, mais il y a aussi à l'échelle d'un ouvrage, entre guillemets, un pseudo-temps réel, où on pourrait faire un scan le matin, un scan le soir. Tout dépend de l'échelle. Et ça, c'est important de le définir aussi dans votre projet, ce laps de temps et cette réelle notion derrière le temps réel. Parce que si je voulais vraiment parler de notion de temps réel 24 sur 24, 7 sur 7, 365 jours sur l'année, on a chez Leica Geosystem d'autres technologies qu'on appelle du monitoring et qui permettent aussi de répondre à ces besoins. Mais la composante 4D aujourd'hui, elle est là hein, et elle existe puisque bon nombre de nos clients aujourd'hui font déjà cette étude 4D sur des ponts, des ouvrages d'art, des voiles béton, des mines aussi, sur des mines à ciel ouvert pour analyser éventuellement une déformation avant fissure ou avant glissement de terrain. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui se fait déjà et qui permet d'anticiper potentiellement des défauts structurels ou des problématiques importantes en devenir sur une structure. D'accord, je comprends. Et est-ce que ça se fait souvent? Parce que j'imagine qu'il faut des moyens extraordinaires pour ça, pour étudier le cycle de vie d'un ouvrage à travers l'étude 4D de ce dernier. Est-ce que ça se fait souvent? J'aurais tendance à dire ça va dépendre déjà de la maîtrise d'ouvrage ou du propriétaire du dit ouvrage. Donc ça, c'est déjà un point qui est important. Mais on a aujourd'hui, moi j'avais travaillé sur certains ouvrages en France où on faisait du scan en 3D de façon journalière pour intégrer cette composante temporelle
c'est-à-dire pour arriver à de la 4D et faire de l'analyse de déformation avec des logiciels qui existent et qui permettent de sortir des cartographies sous forme d'inspection temporelle et de dire, voilà, entre hier, 3 avril, et aujourd'hui, 4 avril, j'ai scanné ce pont ou ce barrage, et il y a des défauts ou pas qui sont apparus dans le temps, entre le temps des deux collectes de données. Donc, c'est des choses qui se font déjà. Je pense, Faiz, D'accord, merci beaucoup. Monsieur Faiz, je pense que l'AICA a le scanner, le BLK de 247 qui fait le… Oui, alors après, il y a chez Leica, il y a une myriade de capteurs et je pense que en fonction de la suite, si vous voulez même qu'on réorganise d'autres webinaires sur d'autres thématiques, dont le monitoring, c'est possible, parce que c'est un enjeu important. On a le BLK 247 aussi qui permet on va dire, de relever, de collecter de la donnée en 3D 24/24, 7/7 sous forme de caméra de vidéosurveillance. Eh bien, Ce serait exceptionnel. Merci beaucoup pour la réponse. Avec grand plaisir. il y a M. Elfkir qui demande la parole, ensuite Madame la directrice. M. Elfkir. Merci Hakim. Donc, je tiens d'abord à remercier M. Amrar pour la présentation très très forte, intéressante et qui tombe bien donc la thématique du BIM. Du moment où si à l'école des travaux publics, on est en train de réfléchir à la révision des programmes. Donc, ça tombe très bien pour justement donner une bonne orientation donc, à nous pour faire une révision qui soit donc, à la hauteur des défis des futurs ingénieurs. Donc, en fait, j'ai deux questions. Donc, vous avez donc parlé décrit les outils de réalité 3D, des outils in situ, donc sur terrain. Donc, qu'en est-il des données qu'on peut aussi avoir, des données avec les outils de télédétection, des outils satellitaires, des données satellitaires. On parle maintenant de plus en plus du remote sensing. Donc, d'autant plus donc, dans certaines informations ou certains domaines tels que par exemple la gestion de la capacité de retenue au niveau des barrages, donc pour la gestion des ressources hydriques, donc pas mal de problématiques qui nécessitent une information donc, en temps réel, mais sur le plan économique, l'acquisition de l'information qui ne demande pas beaucoup de précision. On arrive maintenant pour les images satellitaires à une résolution de 10 mètres donc par pixel, 10 mètres, une résolution de 10 mètres gratuite. C'est-à-dire on peut aller avec plus de précision, mais du point de vue économique, c'est plus intéressant et aussi une vision beaucoup plus large. Quand on parle de la retenue, par exemple, à grande échelle, on a besoin d'une image satellitaire peut-être plus pertinente. Oui. Voilà. Et une deuxième question, donc, quelle est la différence entre la réalité 3D et la réalité augmentée? Okay. Voilà. Ça marche. Merci. Super. Alors, pour les données satellitaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux. Et vous l'avez dit à juste titre, qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir une donnée satellitaire de l'ordre de 10 mètres, on va dire plus ou moins gratuitement. De façon générale, ces outils de capture de la réalité que l'on a vu tout à l'heure fluctuent dans une sphère de précision qui va de 2-3 mm de précision jusqu'à 40-50 mm de précision. C'est ce qui fait leur force aujourd'hui, puisqu'elles permettent de nous positionner ou de positionner un asset. N'oubliez pas le fameux « ou » dont on a parlé lors de la présentation, n'importe où sur le globe de façon précise et exhaustive. Et on va dire accessible plus ou moins à tous. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que cette donnée de capture de la réalité est géoréférencée. Donc elle est dans un système de coordonnées et on est capable tout à fait de corréler cela ou de merger ou de fusionner des données qui viennent aussi bien de télédétection que de capture de la réalité ou d'autres moyens technologiques.
Et c'est ce qui en fait leur force aujourd'hui. Et c'est ce qui nous permet de corréler toute cette donnée-là de façon précise et exhaustive. Vous parliez de la retenue d'un barrage aujourd'hui. Je peux vous citer certains exemples qui ont été faits en Europe via le Leica Pegasus 2 dont on a parlé tout à l'heure, où depuis un bateau, on a été capable de capturer la réalité à différentes étapes, soit de construction, soit de maintenance, et dans une échelle temporelle différente pour suivre justement l'effet éventuellement positif ou négatif sur le barrage ou sur la berge. Donc, ces technologies aujourd'hui, elles sont complémentaires entre elles. L'une ne remplace pas l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on a besoin d'un niveau de précision important, ces technologies prennent le relais aujourd'hui. La télédétection et l'analyse de la donnée via de la donnée satellitaire existe, pas encore de beaux jours, c'est sûr, mais elle n'est pas tout aussi démocratisée que la technologie de capture de la réalité. Et aujourd'hui, même si on regarde un peu cette donnée satellitaire, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui est, on va dire, facilement exploitable aussi. Il faut voir l'exploitation et on va dire à la portée de tous. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est non négligeable. Pour la deuxième question de différence entre capture de la réalité et la réalité augmentée, alors la capture de la réalité, vous imaginez votre appartement où vous situez ou votre maison. Là. Donc la capture de la réalité, c'est l'appellation du concept où on va prendre un scanner 3D et on va capturer la réalité qui vous entoure autour de vous là, actuellement. Donc je vais scanner ma maison, mon appartement, mon bureau. Donc je capture la réalité et je la porte sur mon PC. J'ai une réalité capturée, ou un digital twin, ou un clone numérique de mon bureau. Une fois que j'ai ce clone numérique, je vais le modéliser. Je vais créer une surface 3D sur la base de ce nuage de points qui a été acquis grâce au scan 3D. Quand j'ai modélisé en 3D mon bureau, eh bien, il y a des outils aujourd'hui ou des plateformes où avec votre smartphone, vous pouvez prendre le fameux modèle 3D de votre bureau et le mettre virtuellement devant vous et faire de la réalité augmentée. Donc, on reprend un peu votre bureau, on l'a modélisé et ensuite, on le présente devant des gens sous forme de réalité augmentée via des plateformes web. Et ça permet souvent, dans le milieu de la construction, de faire de la prise de décision rapide. Non plus sur de la vidéo, non plus sur un plan papier, non pas sur une maquette 3D sur un logiciel extrêmement lourd à mettre en évidence, mais sur une petite maquette très légère, très simple, via de la réalité augmentée. Vous prenez, par exemple, vous imaginez qu'aujourd'hui, on est tous dans la même salle, on a scanné le campus de l'ENSTP et on est dans la même salle, non pas tous figés sur un écran, mais sur un modèle 3D qui serait devant nous virtuellement sous forme augmentée. Très bien. Madame la directrice. Merci, Monsieur Benouchoun. Merci, Monsieur Lefrère, d'avoir introduit le sujet des programmes. Ouais. Alors là, je joue mon rôle de directrice. Il est clair que nous essayons d'aller vers, alors je ne dirais pas une refonte, moi j'appellerais ça une réactualisation des programmes en tenant compte de l'évolution des outils actuels pour ne pas rester en marge et essayer d'avancer avec son temps. La question que j'aimerais poser, c'est, bon, après avoir suivi les présentations de M. Oumrar à propos des différents scanners, ils m'ont l'air très professionnels. Alors, au stade d'une école, quel est je veux dire, est-ce qu'il y a des équivalents, mais pédagogiques, je ne sais pas si on va appeler ça comme ça, utilisables dans les TP pour des TP, ou doit-on, ou alors c'est trop performant pour des TP, par exemple. Nous avons reçu, grâce à M. Kermiche, un scanner. On le remercie. J'espère que le binôme de M. Abatroun, ils pourront l'utiliser avec l'aide de M. Kermiche.
Et est-ce qu'il nous faut dupliquer ce type de scanner ou peut-on aller vers ceux que M. Oumrar a présentés? Je ne sais pas s'il existe un format plus petit ou est-ce nécessaire? Non, voilà. C'est peut-être des questions évidentes, mais pas pour moi. Voilà. Il y a toute question est plus que légitime. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, je reviens un peu en arrière, il y a 10-15 ans en arrière, quand j'ai commencé, moi, à toucher le scan, comme M. Abton, sur la partie projet, on avait un gros scanner qui pesait 20 kg, les batteries pesaient 20 kg elles-mêmes, il fallait un PC, il y avait toute une logistique derrière et il fallait surtout une camionnette pour la transporter. Aujourd'hui, si je reviens à l'aspect scan 3D, la technologie a beaucoup évolué et elle a évolué, bien entendu, sur l'aspect professionnel, mais elle a aussi évolué sur la courbe de progression et sur la notion à avoir dans les mains pour être capable de gérer une telle technologie. Donc, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que voilà, pour démarrer aujourd'hui l'aspect académique, l'aspect vulgarisation de la donnée auprès de vos étudiants, il y a différents niveaux technologiques. Et ce qui est important pour moi, c'est que vous expliquiez aux futurs ingénieurs la notion de lasergrammétrie et de photogrammétrie qui existe grâce à ces technologies. Que cette notion-là soit faite à partir d'un BLK 360, d'un RTC 360 ou d'un P50 ou d'un Pegasus 2, la finalité reste la même. Ce n'est qu'une histoire de productivité. Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que l'aspect académique, il peut déjà très bien démarrer avec le BLK 360 ou le RTC. Et on a équipé beaucoup d'écoles, hein, pour être très honnête avec vous, hein, à travers le monde avec ces deux technologies-là, pour permettre de mettre un pied à l'étrier sur l'aspect académique. Et c'est bénéfique dans tous les sens du terme, puisque il y a un accompagnement déjà de notre part sur notre expérience académique et les outils sont très, très faciles à utiliser aujourd'hui par la majorité des gens. Donc, c'est quelque chose qui est faisable et qui est largement utilisable par le corps enseignant et par les futurs ingénieurs. J'insiste là-dessus puisque moi-même j'ai été enseignant à l'ESTP Paris sur ces technologies-là. Ce qui est important, c'est que dans votre agenda, si je peux me le permettre, c'est qu'il y ait vraiment un aspect théorie de la mesure. C'est ça aussi que les étudiants devront comprendre, puisqu'une fois qu'ils ont compris ce concept-là, il va s'appliquer sur la technologie et se diluer au gré de la technologie qui est utilisée. C'est qu'une histoire de productivité. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Hein. Monsieur Faiz, Mademoiselle, oui, pardon. Un point important pour les universités et les centres de recherche, la suite de logiciels qu'offre l'AICA pour l'éducation. Oui, tout à fait, exact. Donc aujourd'hui, on est très proche du cursus universitaire et académique et pour nous, c'est le futur. Hein, c'est tout ce dont on parle là aujourd'hui, c'est aussi les futures générations qui vont le mettre en place. Et pour ça, on est très proche des écoles à travers le monde. On est très proche de manière différente, hein, via de l'aide, du support technique, de l'aide dans la réalisation des TP ou des TD dans une certaine mesure, mais aussi sur le panel de logiciels. C'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail là, mais on a plus d'une trentaine de logiciels qui permettent de faire une myriade de livrables. Et aujourd'hui, ce panel de logiciels, c'est un panel qu'on met à disposition des universités et des écoles avec une approche académique qui n'est pas une approche, on va dire, professionnelle ou purement commerciale. Donc ça, c'est important, et M. Kermiche le souligne à juste titre. Et d'ailleurs, j'ai équipé, il y a au moins 5 ans, hein, l'université de Sétif avec un scan 3D et une suite de logiciels, et ils utilisent aujourd'hui déjà ces technologies aussi. Il y a une question de Mademoiselle Haddad, étudiante 3e année. Fadli. Merci, monsieur.
Bonsoir à tous. J'aimerais remercier Monsieur Oumral pour sa présentation qui fut très intéressante. Merci Monsieur. Ensuite, j'ai deux questions. Alors, la première, c'est, vous avez parlé, Monsieur, d'un scan à une certaine récurrence. On fait le scan plusieurs fois, chaque 4 jours, chaque semaine, pour analyser l'ouvrage. Là, malheureusement, parce qu'en Algérie, il n'y a pas le scan, donc on a déjà des données obtenues par la méthode classique, par les points topographiques, etc. Est-ce que c'est possible de compléter ces données avec le scan? Donc, on a les points topo. Est-ce qu'on peut assurer cette transition vers la digitalisation avec le scan 3D? Dans le cas de mon tunnel, parce que, enfin, mon PFE, je vais faire un tunnel et je vais utiliser le scanner 3D. Donc, il y a un manque de données énorme. Il y a des tronçons, on n'a pas de données, ils les ont perdus. Je ne sais pas, comme vous savez, il n'y a pas vraiment le cloud ici en Algérie. Donc, il y a un manque de données. Et donc, est-ce que je pourrais compléter ces données avec le scan dans certains tronçons, pas pour l'ouvrage en entier? Donc, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, une fois qu'on a le nuage de points, est-ce que c'est possible de faire la modification de ces points? Est-ce qu'on peut changer la modélisation ou bien la compléter? Et quel serait le logiciel le plus pratique pour ça? Voilà. Ok. Merci pour vos questions. Alors, pour le scan de la récurrence et le complètement de la donnée à partir de données topo, une des forces aujourd'hui de certains logiciels, dont ceux de Leica Geosystem, c'est qu'on peut intégrer plusieurs types de données. On peut intégrer des données de scan, mais on peut aussi intégrer des données topographiques style station totale ou des données topographiques GNSS ou GPS. Donc, on a cette possibilité-là. Pour ça, il y a plusieurs logiciels possibles, mais l'un d'entre eux qui est le plus utilisé, c'est Cyclone 3DR et qui permet sur une seule plateforme d'avoir des données provenant de différents devices de capture de la réalité. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et vous mettez un point important en exergue là, c'est que ces solutions de capture de la réalité ne remplacent pas aussi des solutions précédentes. Ça reste des solutions complémentaires et qui permettent de s'ouvrir aussi à d'autres marchés. Pour la deuxième question, nuage... Pardon? Oui, d'accord, monsieur, d'accord, j'ai bien compris. Pour la deuxième question, alors modélisation, on devrait un peu plus étayer puisque bon, modélisation aujourd'hui, c'est un terme qui englobe plusieurs niveaux, notamment au niveau du BIM. Donc un nuage de points, quand il est acquis, il n'est pas modifiable. Et Dieu merci qu'il ne l'est pas, puisque ça voudrait dire que la donnée n'est pas exhaustive et fiable. Donc quand on collecte de la donnée, elle n'est pas modifiable. Par contre, quand on modélise de la donnée, la modélisation qui résulte du nuage de points peut être modifiée d'une manière, on va dire, algorithmique pour changer le type de surface ou autre. Donc la donnée en elle-même, elle, n'est pas modifiable, et ça c'est important parce que les outils de capture de la réalité capturent la réalité à l'échelle 1 sur 1 sans modification possible. Par contre, sur la modélisation, je n'ai malheureusement pas un nom spécifique de logiciel à vous donner puisque tout va dépendre de ce que vous voulez modéliser. Est-ce qu'on parle d'un pont, d'un tunnel, d'un ouvrage d'art, d'un site pétrochimique, de conduites et de tuyauteries qui s'étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres? À l'heure actuelle, il n'y a pas un seul logiciel qui répond à toutes ces demandes. Ça va vraiment dépendre de l'asset qui a été capturé et de la modélisation que l'on souhaite en faire. Si vous voulez, vous pouvez, je vais vous laisser mes coordonnées. Si vous avez des questions ou si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, vous pouvez me faire un email. Je vais vous mettre mes coordonnées à la fin et on pourra échanger à ce sujet-là ou même avec M. Kermiche localement à Alger. J'accélère un peu la presse. Très bien, monsieur. Donc vous dites que monsieur, donc vous dites que le livrable, bien la maquette en elle-même, elle est modifiable, pas le nuage de points, c'est ça? Exactement. Ouais. Ok, oui, d'accord, très bien. Donc là, il y a mon adresse mail là et n'hésitez pas, je suis aussi actif sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord, monsieur. D'accord.
Monsieur Fayez, j'ai Ensuite, une question. Bon, Oui, je profite pour poser une question. Donc, n'hésitez pas. c'est le degré de précision. Donc, Oui, tout à l'heure, vous avez montré un tableau où donc vous donnez la comparaison en termes de coût, de rapidité, oui. d'exécution par rapport aux méthodes classiques, enfin topographiques classiques. Et alors, bon, je parle de l'aspect structure par exemple, là, parce que ça dépend de l'utilisation c'est-à-dire du scan, de la capture 3D. Bon, Mm. si je parle de structure, bon, déjà là, moi je vais utiliser un terme. De notre temps, on utilisait le as-built. Mhm. C'est-à-dire que si on voulait reprendre une structure existante, on parlait du as-built. Tout à fait. Maintenant, on Terme parle qui de existe toujours jumeaux. d'ailleurs. Ou de Hein? Oui, jumeaux. oui, Voilà. j'imagine. Mm. Mais il y a le mot jumeau maintenant Mm. qui est entré en jeu. Et c'est déjà Exactement. une très bonne chose. Donc, le degré de précision. Parce Oui. que là, dans le domaine des structures, vous savez qu'il y a des méthodes de calcul sur l'existant, surtout concernant l'aspect sismique. Hein, donc, il y a ce qu'on appelle le push over et tout ça. Donc, il faut reprendre les structures existantes et voir par simulation si elles pourront résister à d'éventuelles agressions Choc. Mm. sismiques. Mm. Mm. Voilà, donc c'est le degré de précision. Mhm. Parce que tout à l'heure, justement, en parlant du tableau, il y avait le millimètre. Donc, Oui. ça se comparait en termes de millimètres. Est-ce que Mhm. vraiment c'est le cas? Alors, la technologie, enfin, suivant l'outil de capture de la réalité qui est utilisé, on a différents niveaux de précision. Oui. Donc, si je prends aujourd'hui le scanner 3D statique le plus petit du marché, le plus léger, le plus accessible, il a une précision qui est le BLK 360 de l'ordre de 6 à 7 mm sur la portée du scanner, qui est de 60 mètres. Si je prends le RTC 360, j'ai une précision de l'ordre de 3 à 4 mm à peu près sur la portée du scanner, qui est de 130 mètres. Si je prends le scanner P50, j'ai une précision de l'ordre de 2 à 3 mm sur la portée du scanner à 1 km. Ça, c'est pour la famille des scanners statiques, dits sur trépied ou statiques. Quand on passe sur du scanner dynamique, c'est-à-dire soit dorsal, soit véhicule, là, la technologie qui est dans le système est assez complexe et on a une précision absolue, in fine, qui gravite entre 30 et 40 mm, donc 3 à 4 cm. Ouais. Ces précisions aujourd'hui sont réelles. C'est-à-dire ce ne sont pas, et nous en tant que fabricants, on ne pourrait pas se permettre de donner les précisions que je viens de vous citer. C'est des précisions d'ailleurs qu'on peut retrouver dans les spécifications techniques de chacune des solutions. Donc oui, après, en fonction des projets Voilà. qui doivent être faits, et notamment pour le suivi sismique, eh bien, en fonction de ce que l'on veut mettre en évidence sur la structure, on va utiliser l'une ou l'autre des technologies qui va nous apporter la meilleure précision pour justement réaliser une inspection de qualité dans le temps en cas de choc sismique. It's 10 o'clock. Très bien, je vous remercie. Il y a M. Abetron qui veut poser une autre question. Rebonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, je vais poser une question assez visée sur mon projet. En fait, à certains endroits, l'ouvrage n'est pas encore introduit. J'aimerais savoir, lorsqu'on scanne au scanner 3D le terrain existant, est-ce qu'avec le logiciel Cyclone 3DR, j'ai vu dans votre présentation que c'est celui que vous utilisez le plus, calquer l'ouvrage que nous voudrions instaurer un endroit scanné, est-ce qu'on pourrait calquer l'ouvrage et l'étudier à partir de là, et l'étudier avec la précision qu'offre le nuage de points, alors que l'ouvrage n'existe pas encore. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Alors, je vais reformuler, vous allez me dire si j'ai bien compris ou pas. On a scanné une partie de l'ouvrage, c'est ça? Et il y a une partie qui n'est pas achevée. Par contre, on a sa maquette 3D projet, c'est ça? Quand vous dites calquer, c'est ce que vous voulez faire? Non. En fait, il n'y a rien dans la zone en question. C'est une Ah, zone d'accord. naturelle. D'accord, ok. C'est la Donc, vous zone voulez faire dans laquelle... potentiellement une insertion sur site de la future maquette sur Exactement. l'existant. C'est Oui. exactement. C'est ce qu'on a fait sur le projet d'Alger, justement, que j'ai montré dans les slides précédentes, où on a intégré, on a capturé la réalité, notamment de mémoire, on est parti de... Sablette.
Des sablettes, exactement. Merci à vous. Et on est parti après jusqu'à. On est passé, ouais, exactement. On est passé sur une bonne partie d'Alger et même sur le centre-ville, on est rentré à l'intérieur. Donc l'objectif, c'était de capter. Et après, d'un point de vue architectural, on avait une maquette et on l'a insérée virtuellement sur le nuage de points pour voir l'impact potentiellement visuel de cette future architecture dans l'existant. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, hein. Et c'est un des apports premiers de la capture de la réalité, puisque ça vous permet, avant de construire et avant de commencer la phase de projet à proprement parler, de valider un certain nombre de choix. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Très clair. Hakim, on est arrivé à la fin. Oui. Monsieur le frère qui veut poser une question, je pense. Alors, merci. Donc, j'ai une petite question un peu technique. Parce que je m'intéresse à tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, vous avez parlé donc des outils de machine learning pour l'analyse de l'information. J'ai une question un peu technique par rapport à est-ce que les outils d'analyse de machine learning dont vous avez parlé sont intégrés dans l'appareil elle-même. Donc, vous faites l'analyse de l'information au niveau de la machine elle-même, ou bien les données sont donc renvoyées à un cloud computing pour une analyse et les récupérer par la suite dans le modèle. Je fais allusion à, par exemple, comme exemple de cloud computing, par exemple Azure ou bien le cloud de Google Cloud, pour justement parce que qui dispose donc d'armada d'outils de machine learning avec une actualisation. Vous savez très bien que maintenant les schémas d'apprentissage sont en évolution en exponentielle, donc il y a une actualisation un petit peu des outils de machine learning et des différents schémas qui sont disponibles. Est-ce que donc la question, est-ce que les données sont renvoyées à un cloud computing et puis récupérer les résultats au niveau de votre modèle, ou bien vous le faites directement dans la machine. Voilà. Merci. Merci. Excellente question. Alors aujourd'hui, notre intelligence artificielle est située à deux niveaux. On a une partie sur la partie hardware et on a été un des premiers chez Leica, un des premiers fabricants Leica System à intégrer ça sur le hardware ces 3 dernières années. Et on a une partie software. Sur la partie hardware, je ne sais pas si vous voyez le RTC 360 à l'écran. Je suis revenu sur cette slide-là. Oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, paf, il y a une petite caméra. Je ne sais pas si vous la voyez, là où je pointe. Il y en a 3 autres à l'opposé qui sont symétriques. Ces caméras-là, en fait, qu'est-ce qu'elles font? C'est des yeux. C'est des yeux qui enregistrent en temps réel l'environnement. Et ces yeux-là qui enregistrent en temps réel l'environnement, c'est ces yeux qui vont permettre, et via des algorithmes d'intelligence artificielle à l'intérieur du processeur, d'analyser des points homologues et communs sur le chantier. Ce qui fait que quand l'utilisateur va déplacer la position de scan ailleurs, 20 mètres plus loin, les yeux vont continuer d'analyser l'environnement en 3D et vont faire du machine learning temps réel du site pour permettre d'assembler les positions de scan entre elles. Et ça, c'était un des points freinants du scan il y a 10-15 ans en arrière, puisque quand on se déplaçait d'une position de scan à une autre, il fallait mettre des repères. Et c'était time consuming sur le terrain. Aujourd'hui, on a aboli cette étape-là avec l'intelligence artificielle embarquée sur le scan. Ça, c'est un premier niveau. Après, il y a de l'intelligence artificielle embarquée dans les logiciels. Par contre, pour faire très simple, on n'est pas encore au stade de cloud computing sur cette donnée-là. Pourquoi? On parle de plusieurs téras de données, parfois sur des chantiers. Et la problématique du cloud computing, le point premier névralgique, c'est déjà la bande passante qu'on a entre le bureau et ce fameux cloud. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore parce que déjà l'Europe est un peu à la traîne puisqu'il faut des bonnes bandes passantes pour pousser cette donnée-là sur un cloud. Par contre, nous, on a développé ces parties-là machine learning sur nos logiciels à nous. Donc, nos logiciels d'infrastructure, de détection de bandes passantes, de bandes blanches, de caténaires, de rails et ainsi de suite, font ce travail-là, mais le font en local, sur une machine en local, qui est boostée localement, sans interaction avec l'extérieur. Et le cloud computing pose aussi une autre question. Alors,
qui est d'ordre général et qui est lié à la confidentialité des données, puisqu'aujourd'hui, souvent, les projets d'infrastructure sont des données confidentielles. Et quelle est la législation en vigueur dans chacun des pays pour pousser de la donnée sur un serveur qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité il y a 3 semaines, mais il y a le data center d'OVH en banlieue parisienne qui a complètement brûlé. Et il y a plein de logiciels, sociétés, dont beaucoup au Maroc, se sont retrouvés rideau. Parce que toute cette donnée, elle était sur un serveur en France. Un gros data center, la donnée, le data center est parti carrément en fumée. Hein. Je vous invite à googliser ça ce soir et paf, on se retrouve comme sans rien. Et imaginez ça sur des projets importants d'infrastructure ou autres. Donc on n'y est pas encore. Tout ça aujourd'hui, c'est sur le hardware, c'est sûr, et ça va continuer à augmenter. Et cette analyse de data aujourd'hui, elle est faite dans nos logiciels à nous à proprement parler. Mais c'est le futur, hein. C'est clairement ce vers quoi on va s'orienter, j'aurais tendance à dire, dans les 10-15 prochaines années facilement. Une dernière question de M. Benatia. Je voudrais juste poser une question. Je suis un profane, mais sur le terrain, il y a certains besoins. 2 questions, mais qui peut-être qui vont se ressembler. La première, est-ce que les outils qu'on a vus, il y a d'autres qui peuvent faire le même travail, mais en sous-marin, sous l'eau, donc pour les ouvrages en dessous sous les mers. Et puis la deuxième question, bon, si j'ai bien compris, même l'analyse qui vient de ces capteurs ou de ces scanners, il reste quand même superficiel. C'est pas dans le sens péjoratif. Au fait, c'est la photo, c'est l'effet optique. Je peux analyser une image par rapport à une autre. C'est un petit peu comme le médecin qui voit l'herpès et puis il interprète qu'est-ce que ça veut dire l'herpès. Parce que l'herpès, il donne une information sur une situation de santé de la personne. Est-ce qu'on a la possibilité avec ces produits, à un moment donné, on peut y aller un tout petit peu à l'intérieur de la matière pour connaître l'état, par exemple, le commissioning qui s'est passé tout à l'heure sur l'exemple qui est magnifique, au fait. J'ai adoré, le gars, il est en train de construire et je lui dis, je prends la chaussée ou pas parce que je le vois très bien, est-ce qu'il est conforme ou pas. Et finalement, je vois que le côté visuel. Le côté à l'intérieur, je ne sais pas. Voilà, c'est à peu près où j'en suis. Donc, j'ai parlé de sous l'eau et à l'intérieur de la matière. Est-ce qu'il y a des technologies qui peuvent s'accoupler ou s'accommoder avec ce qu'on a pour compléter le reste? C'est vrai, bon, j'ai compris que vous avez du live avec des détecteurs, des sensors, etc. Mais est-ce que dans l'optique, vous avez quelque chose qui peut aller ou pénétrer ou pouvoir voir plus bas? Par exemple, dans les radars aujourd'hui, quand on regarde, on ne peut pas voir sous l'eau. Hein. Bien sûr. C'est exactement, enfin, c'est d'excellentes questions. C'est 2 points que vous venez de soulever qui sont importants. Toutes les technologies de scan que l'on vient de voir aujourd'hui, de capture de la réalité, ce sont des technologies où on se concentre sur, pas optique, mais ce que vos yeux voient. Donc, en gros, voilà, on ne traverse pas la matière pour faire simple. Par contre, si on devait faire la même chose sous l'eau, alors là, ce n'est pas nos technologies qui le font. On parle de monofaisceau ou de multifaisceau. Par contre, on a la possibilité de fusionner une fois de plus des données acquises au scanner statique, c'est-à-dire au-dessus de l'eau, et des données acquises grâce à un monofaisceau et un multifaisceau sous l'eau. Le LEM, le laboratoire d'études maritimes, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ont un de nos scanners. Bathymétrie. Voilà, donc ils scannent ce qui est surface de l'eau et ils ont des multifaisceaux qui scannent sous l'eau via le concept de bathymétrie et ils fusionnent les 2 après, ça leur fait des rendus magnifiques. Donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième question, la matière. Alors oui, ces technologies-là ne passent pas à travers la matière, puisque pour passer, là, on fait appel à des technologies de lasergrammétrie, c'est l'émission-réception d'une onde, très simplement jusqu'à un obstacle et le faisceau revient. Quand on veut passer à travers la matière, c'est souvent du géoradar ou de l'interféromètre. Et on a aussi des technologies de géoradar qui permettent de voir ce qu'il y a sous terre, par exemple, notamment pour la détection des réseaux enterrés à certaines profondeurs. Et on a aussi d'autres technologies géoradar
qui permettent, par exemple, imaginez, vous avez un voile béton et vous voulez savoir s'il y a un ferraillage à travers ou pas, ou pareil sur une dalle béton, on a aussi des technologies qui permettent de le faire. Donc, pour vraiment passer à travers la matière, ce n'est plus de la lasergrammétrie, c'est souvent du géoradar ou de l'interférométrie dans certains cas. Ultrason. Ouais. Bien, merci. Donc, on est arrivé à la fin. Je donne la parole. Sofiane, je voulais dire que là, on est en famille de génie civil, donc on parle surtout orienté génie civil, route, etc. Mais quand on connaît d'autres domaines, il y a une moult idée de ce que peut apporter le BIM. Impressionnant, hein, comme dans plein de choses. J'ai vu dans les Abdelatif, il connaît le domaine aussi, dans tout ce qui est réponse dans le cas de crise. Quand il y a des interventions, etc., la possibilité d'avoir les détails de l'endroit où un soldat ou quelqu'un qui va rentrer, de lui donner exactement les dimensions, il est où, qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à gauche, et qui peut se faire d'une manière formidable. C'est un saut. C'est un point important que vous soulevez. C'est vrai que la capture de la réalité aujourd'hui, elle est utilisée au sens large du terme. La gestion des risques, exactement. Et on le voit, il y a certains pays aujourd'hui qui utilisent ces outils, notamment avant ou après tremblement de terre, ou bien, voilà, vous avez un match de foot dans une zone et vous pouvez scanner le stade et savoir exactement où sont les sorties dans le cadre d'un éventuel risque. Bien entendu, après, quand il s'agit de la sécurité nationale ou intérieure, on peut faire de la simulation, on peut faire énormément de choses. Je vous ai dit tout à l'heure en préambule, je suis spécialiste aussi de tout ce qui est scène de crime et d'accident. Aujourd'hui, il faut vous imaginer, ce qui est assez fort, c'est que quand il y a un accident de la route, malheureusement, et qu'il y a un décès, on est capable avec des scans 3D de scanner les traces laissées par le véhicule sur la chaussée de façon précise via le millimètre. Et ce millimètre-là, il nous permet physiquement de reconstituer la vitesse du véhicule. Et potentiellement, plus vous êtes précis sur cette phase de collecte de données sur la scène d'accident, meilleure sera la précision de la reconstitution de votre accident. Et derrière, souvent, c'est des choses malheureusement qui touchent au pénal et qui vont vous permettre, au millimètre près, de dire si cette personne roulait à 120 km/h ou à 90. Là, donc, il y a vraiment une myriade d'utilisation de ces technologies-là qui restent fantastiques. Personnellement, je fais du scan depuis 13 ans maintenant. Et je reste toujours un peu avec mes yeux de gamin quand je vois le potentiel, pas inexploité, mais un potentiel qui s'ouvre de jour en jour, en fait. Il y a énormément de choses qui est possible de faire. Merci. Le dernier mot à Madame la directrice. Nous entend. Écoutez, moi, je trouve ça très, très intéressant. Et je pense qu'on vous demandera votre avis, Monsieur Oumra, quand on avancera dans la réflexion, dans l'actualisation des programmes, et nous comptons sur votre implication, même si je suppose que votre emploi du temps est très chargé. Ouais, mais si vous pouviez vous avez mon accord là-dessus, pas hésiter. Votre aide, en plus de celle de Monsieur Kermiche. Pour Monsieur Kermiche, on abuse énormément, donc comme il est juste à côté, donc on n'hésite pas. Hein. En tout cas, merci pour tout, hein, vraiment. Avec plaisir. Avec grand plaisir, et je le dis, je le redis, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez mes coordonnées à l'écran. J'ai vu, et honnêtement, voilà, ce serait un réel plaisir pour moi de vous accompagner. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué avec M. Sofiane il y a quelques temps, et le partage d'expérience et de savoir, pour moi, c'est la clé pour les futures générations. Exact. Bravo, merci. Merci, M. Fayez. Avec grand plaisir. Donc, on vient de terminer la 4e conférence avant le mois de Ramadan. Bien sûr, on va continuer cette série de conférences après le mois sacré. Donc, نقول لكم صحة رمضانكم. يعطيكم الصحة pour tout le monde. Et Inch'Allah, après le Ramadan. يعطيكم الصحة. Inch'Allah. Merci à tous. Prenez soin de vous.
Merci. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Inch'Allah. Merci. Merci. Merci à vous. Slama. Au revoir. Salam alaikum. Salam Salam alaikum. alaikum.